important dans tout ce qui est notamment SXO dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Le SXO, je vous rappelle, c'est l'expérience utilisateur qui va impacter sur le SEO. Et vous allez très vite comprendre. Les Rich Snippets, on dit aussi données structurées ou extraits enrichis. C'est des petites informations qu'on va donner à Google de façon séparée dans le code source de la page. Hein. On va lui envoyer des petits rappels sous un nouveau format d'encodage. Alors, j'essaye de ne pas trop rentrer dans la technique. Pour ceux qui sont plus techniques, c'est schema.org. C'est ce qui permet de faire remonter dans Google. Par exemple, Marmiton fait ça très, très bien. La FNAC fait ça très, très bien. Tout ce qui est petites étoiles, là, avec, pour l'exemple de la recette de cuisine, tout ce qui est avis, temps de préparation. Ça peut être des dates de concert, ça peut être des classements, ça peut être des définitions. On va envoyer quelque chose qui va enrichir le résultat de recherche dans Google. Et l'idée, c'est que finalement, face à vos concurrents qui vont être présents avant ou après vous dans la même page, que ces contenus enrichis, ça peut être la petite image aussi à côté, ici, là, donne plus envie de cliquer chez vous que chez le concurrent. Snippet en place, plus vite vous vous démarquerez dans la concurrence. Et il y a des études qui ont été menées. Il vaut mieux être second dans les résultats de recherche avec des rich snippets, des petites étoiles, une image, un truc un peu visuellement un petit peu attractif, que premier avec un résultat basique. Il y a votre CTR, le click-to-rate, le taux de clic a été analysé comme étant supérieur. Donc mettez-le en place, c'est pas très compliqué à mettre en place. Ce qui est le plus compliqué dans les données structurées, c'est de les choisir parce qu'il en existe, je crois, 900. Donc chaque type de page a ses données structurées correspondantes. Par exemple, si vous faites des tutoriels, c'est très à la mode, des tutoriels avec des étapes de fabrication, de méthodes, de process que vous voulez. Vous pouvez envoyer les données structurées qui s'appellent how to. C'est une balise en fait. Donc chaque type de page va avoir ses propres données structurées. Si vous avez une page produit, ici vous faites remonter les avis clients, le prix, la quantité en stock, etc., etc. Et ces rich snippets, ils sont importants, certes, pour le référencement. Alors, le fait de les avoir ou pas va pas booster votre référencement naturel comme ça du jour au lendemain. C'est le CTR qui indirectement le taux de clic qui va indirectement influer sur votre positionnement puisque ça fait partie des critères de SXO, du X. Voilà. Hop, c'est ce que je voulais vous dire ici. Donc, ça booste vos performances SEO. Ça booste aussi les rich snippets, vos performances plus tard en vocal. Puisque quand vous demandez à Google Home, quand vous lui demandez quelle est la recette du Kung Pao Chicken machin, là, pour reprendre mon exemple de la slide suivante, Google va en priorité annoncer vocalement, donc puisque quand on pose une question à la Google Home, il y a une seule réponse, hein, contrairement aux résultats de recherche de Google où il y en a 10, là il n'y en a qu'une seule. Donc en priorité, Google va prendre les pages qui ont mis en place des rich snippets. Donc mettez-les en place, c'est important, et pour le vocal, et pour votre référencement, et aussi indirectement pour tout ce qui est réseaux sociaux, puisque, mais ça fait partie d'un autre sujet, puisque tout ce qui est boutique, si vous vendez en ligne, les boutiques de Facebook reprennent vos données structurées pour envoyer les produits automatiquement à vos pages sociales. Donc voilà, je vous ai mis pour chaque type d'assistants vocaux, les performances, en tout cas, il n'y a pas à dire, il faut les mettre en place. Techniquement, c'est pas très compliqué. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Mais ne dites pas tout. Ça, c'est un graphique qui est très intéressant que j'ai trouvé sur le Zero Click Search. C'est une nouvelle
contre-tendance, on va dire, c'est-à-dire on se rend compte qu'avec toutes ces mises à jour de Google, la position 0, les rich snippets, Google Images, etc., les gens, donc nous, hein, les utilisateurs, on prend l'habitude de ne plus cliquer. On veut l'info là tout de suite, tout cru. Pareil pour le vocal, on veut juste l'info et finalement, on ne veut pas passer du temps sur le site qui nous a donné l'info. Donc, c'est un peu compliqué pour nous, les annonceurs ou les pure players, c'est-à-dire qu'on fait l'effort, on écrit pour le SEO, etc. Et on est face à ce zéro-click search qui augmente. Donc, attention, soyez malin, ne dites pas tout, essayez d'inciter quand même les gens à visiter votre site web. Sinon, on risque d'avoir des pertes de trafic. La tendance est légère, mais faut quand même faire attention. Et puis, c'est le but de Google. Hein. Google, lui, il veut concentrer ses utilisateurs sur des pages Google qui lui appartiennent, pas sur nos sites à nous. Donc, attention, Google est notre ami, mais pas tout le temps quand même. Hein. Voilà. Pour augmenter aussi l'impact de ces rich snippets sur votre référencement, pensez à récolter des avis clients. Je vois encore trop de clients malheureusement qui pensent pas à demander l'avis de leurs clients et c'est au même titre que vos data internes, c'est une vraie richesse parce que ça va vraiment inciter les gens à acheter. Vous voyez, il y a des statistiques, mais ça va aussi booster votre référencement. Vous avez sûrement remarqué dans Google Maps, Google My Business, on va en reparler juste après, ça fait partie des critères de tri. Hein. Donc, plus vous avez de notes, plus elles sont bonnes, meilleurs seront vos résultats SEO. Effacez pas pour autant vos avis négatifs. Hein. Google le verrait, donc il faut juste jouer d'authenticité. Ne favorisez pas non plus les faux avis. Google sait le lire de plus en plus grâce à Google BERT. Un petit rappel sur le Mobile First Index. Ça aussi, c'est pas nouveau. Sauf que la nouveauté, c'est qu'en mars 2021, ça a été reporté à cause du Covid, il n'y aura plus du tout de tolérance de Google sur les versions mobiles qui n'en sont pas. Je vous ai mis un petit exemple là qui illustre pas mal, je trouve. Google estime qu'il y a à ce jour 70% des sites web qui sont conformes, c'est-à-dire qui sont responsive. Donc c'est chouette, sauf que il y a encore des vieux sites web qui sont pas vraiment responsive ou à moitié, on a changé des boutons d'endroit, on a diminué la taille, mais en fait c'est un peu de la triche entre guillemets. Donc attention à ça, il y a un outil de Google, le Google Mobile Test, je l'ai plus exactement en tête, mais vous le trouverez facilement, qui vous permettra de voir ça. Je vous invite aussi à aller dans votre Google Search Console, regardez comment s'appelle votre robot d'indexation ici. Si vous voyez que le robot Googlebot, c'est le petit robot de Google qui a scanné votre site pour la dernière fois. Si vous voyez que c'est effectivement le Googlebot pour smartphone, vous pouvez être sûr que voilà, votre site a déjà basculé dans le Mobile First Index. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour possible. Et si vous n'êtes pas aux normes nickel chrome du responsive design, il faut vite réagir. Là, à partir de mars, il n'y aura plus du tout de points bonus. Donc, il reste quand même 30% en France de sites web qui ne sont pas encore tout à fait passés au responsive. Donc, vraiment, faites le test. Ça peut avoir des fortes répercussions dans l'algorithme à partir de l'année prochaine. Donc, je vous ai remis un petit peu les bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas les bonnes pratiques, c'est vraiment les critères de pénalisation. Si vous ne respectez pas ces points-là, ça va être pénalisé. Donc, vraiment, il faut s'y attarder. Vos balises méta-robots. Les méta-robots, c'est le no-index, le no-follow. C'est un petit peu technique. On pourra en reparler si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions-là. Souvent, les sites les sites web qui avaient une version mobile, les M. etc., ils avaient du coup, pour éviter du duplicate, mis la version mobile en no-index. Ça, c'est plus bon, ça va être pénalisé. Donc, attention à ça. Vérifiez aussi que les pages version mobile soient bien indexées. C'est là tout l'intérêt de faire une analyse de crawl. Je vous parlais tout à l'heure d'outils qui limitent le comportement de Google. Vérifiez bien que 100% de vos pages sont bien indexées en version mobile.
Favoriser le lazy loading, alors ça c'est un terme un peu technique aussi, c'est le processus d'affichage en fait sur votre version mobile, puisque vous allez voir, il y a une nouveauté dans l'algorithme qui fait qu'il va falloir avoir des performances plutôt très bonnes. On n'a plus trop droit à l'erreur. Attention que vos robots TXT ne bloquent pas le Googlebot mobile. Donc pareil, hein, tout ça, ça se passe dans la Charge Console. Vérifiez bien déjà vous sur votre propre site web, baladez-vous un petit peu sur le site. Si vous avez du mal à naviguer, c'est qu'a priori tout le monde va avoir du mal. Donc on vérifie bien que ce qu'on voit sur PC, c'est exactement égal au contenu mobile. Google ne va plus tolérer le fait de cacher même des slides qui ne seraient pas en version mobile ou du contenu qu'on cacherait en version mobile et pas en version PC. Il faut exactement le même contenu. Donc ça va changer pas mal de choses. Et vérifier aussi les images et vidéos. Google ne va pas non plus autoriser le fait d'avoir une double image, c'est-à-dire une image de tel poids sur version PC, une image de tel poids ou de tel format sur version mobile, parce que ça nous arrange bien, nous, derrière en technique. Google veut la même image, mais mieux formatée et avec un poids optimisé. Donc, ça fait de plus en plus d'exigences de Google auxquelles il va falloir réagir, quoi. Attention bien sûr au pop-up, alors ça, il n'y a normalement pas besoin de vous dire. Tout ce qui gêne la navigation, non seulement la CNIL, la RGPD peut vous tomber dessus, mais en plus, en termes de navigation, ça peut être lourdement pénalisé. Voilà pour les bonnes pratiques. Je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle mise à jour d'un des algorithmes s'appelle le Core Web Vitals. Donc vous voyez ici, hop, il y a toutes les anciens critères, le HTTPS, etc., le mobile friendly, mais il y a 3 critères qui vont vraiment se démarquer d'un point de vue technique. Hein. Là, on parle de SEO technique. Ces 3 critères-là, hop, je trouve qu'ici, on comprend un petit peu mieux. Le LCP, alors ça c'est des termes un petit peu barbares, retenez en fait c'est le temps d'affichage du plus large contenu sur votre page. Si vous avez une super grande slide magnifique, une super belle vidéo en page d'accueil, en théorie, elle met un peu plus de temps à s'afficher. Donc faites le test que propose Google gratuitement hein, sur Google PageSpeed Insight, pardon. Il vous dira si vous respectez effectivement les temps minimum et maximum. Il y a le feed First Input Delay, c'est l'interactivité en fait. À partir de quel moment votre site a chargé et est assez stable pour permettre à l'internaute de naviguer et de cliquer sur des boutons et faire en sorte que votre site réagisse correctement. Donc ça se compte en millisecondes. Donc, ce qui veut dire que il ne faut pas faire des pages trop lourdes, surtout votre page d'accueil. Essayez de l'épurer un maximum. Moins il y aura de choses encombrantes, lourdes, etc. Finalement, moins vous avez de chances d'augmenter vos scores. Donc, pensez vraiment minimum syndical, pensez expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on veut voir? Pas qu'est-ce que nous, ça nous fait plaisir de le mettre en avant. Quel contenu notre utilisateur veut voir, qu'est-ce qui peut le convaincre à passer à l'achat ou au formulaire de contact. Et si on veut trop en dire, si vraiment il y a des choses, on y tient, on va découper son contenu. Il vaut mieux finalement découper son contenu, ne pas alourdir du niveau technique et faire en sorte d'avoir un taux de rebond qui diminue parce que je vais envoyer du jus SEO à une autre page, que plutôt que faire des pages à rallonge. Les gens scrollent de moins en moins avec leur souris ou avec leurs doigts. Et enfin, le CLS, c'est la stabilité de votre site internet, c'est-à-dire, vous savez, ces petits bugs d'affichage qui font que quand on scrolle avec le doigt, hop, ça bug un petit peu, ça remonte. Donc ça aussi, Google arrive à le voir et peut le pénaliser. Donc faites le test et vous verrez si ça nécessite des grands changements ou pas. Des fois, c'est juste du formatage d'images ou de vidéos. Des fois, il suffit juste de changer d'endroit certains composants. Des fois, c'est plus compliqué. Mais déjà, faites le test, vous verrez vite
si ça nécessite une intervention technique. Donc, je vous ai mis là les outils qui sont utilisés. Ils sont tous gratuits. C'est des outils Google, pour la majorité, oui. Donc, faites le test. Il y a des extensions pour Chrome aussi. Si vous avez un site hyper lourd avec plein de pages, baladez-vous sur Chrome avec cette petite extension allumée et ça vous alertera si jamais ça ne respecte pas ces critères-là. Donc, vraiment, il y a tous les outils qui sont mis en place gratuitement par Google. Profitez-en. Faites un petit check pour faire le point. Un petit peu de technique avec le code JavaScript qui jusque-là n'était pas super bien vu par Google et finalement ça fait partie des nouveautés. Alors c'est déjà en cours en 2020, mais on n'en parle pas trop, il n'y a pas encore beaucoup d'infos, mais on sait qu'à partir de 2021, enfin Google travaille en ce moment à mieux comprendre le JavaScript et du coup à l'indexer. Ça veut dire que d'un point de vue technique, nos développeurs devront faire attention à ce que la lisibilité des codes JavaScript soit encodée de façon à ce que Google les interprète de mieux en mieux. Donc j'imagine que Google va sortir des recommandations d'ici peu, mais voilà, c'est plus interdit. En tout cas pour Google, vous voyez que les autres moteurs de recherche sont pas forcément encore équipés, mais on peut imaginer que si Google passe le pas, les choses vont bouger. Donc tout ce qui est JavaScript, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la notion, c'est tout ce qui est petits boutons d'interaction, par exemple un bouton d'envoi de son email pour s'inscrire à la newsletter, des petits jeux, tout ce qui est petits boutons qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec une page, qui envoie une donnée, une action à faire au site web, pour schématiser un petit peu vulgairement. Donc, on optimise le code, on évite les erreurs JavaScript. Alors pareil avec la Google Search Console, si on est fréquemment le nez dedans, alors fréquemment, je dirais, ça dépend de votre audience, mais un site web qui bouge régulièrement, il faut avoir le nez, au moins une fois par semaine dessus. Mais de toute façon, vous recevez régulièrement des emails. Donc si vous avez un email de Google qui vous dit attention, code JavaScript, soucis d'indexation, etc., traitez-le rapidement parce que ça va être de plus en plus valorisé ou pénalisé selon votre propreté du code. Ne les bloquez plus dans le fichier robot.txt, c'est plus la peine puisque Google va chercher à les interpréter. Donc s'il les interprète et que c'est favorable pour vous, il peut y avoir un bon impact sur votre SEO. Donc travaillez-les, rendez-les propres et puis autorisez-les dans vos fichiers robot.txt. Évitez les hashtags dans les URL. Google ignore les hashtags. Donc ça, c'est pour ceux qui ont suivi ma dernière conférence pour le budget crawl. Donc, on va limiter le temps que Google va passer sur notre site. On va lui faire économiser du temps de scan, entre guillemets. Et on s'assure que le contenu masqué peut être bien lu. Donc, voilà, si on utilisait jusque-là le JavaScript pour masquer du contenu ou des informations sur la page ou des infos en mode responsive sur son site, bon, ben là, vous avez deux bonnes raisons de ne plus le masquer. Il va falloir trouver une autre solution ou une autre organisation de votre page. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas, on me posera des questions. Le SEO local. Donc, quand on dit SEO local, c'est voilà, je suis une petite boutique, je suis ou grande d'ailleurs, ça marche aussi. J'ai un magasin, j'ai un point de vente physique, j'ai voilà un cabinet en local. De plus en plus, Google va vous favoriser, mais il va falloir l'aider quand même. Hein. Donc, je vous ai mis quelques chiffres ici. Donc, plus 300%. Le SEO local apporte 300% de plus de trafic que les réseaux sociaux. Donc, c'est une moyenne constatée en français, mais voilà. L'algorithme va de plus en plus se concentrer sur les recherches locales. Donc, l'idée, c'est que, hop, je vous ai mis quelques stats, hein, 30% des recherches
sur mobile sont locales. Donc, c'est vraiment, je crois qu'on a tous inconsciemment cette habitude de boulangerie ouverte quand vous sortez du boulot ou ce genre de manip. On le fait un peu inconsciemment, mais c'est des recherches Google et elles sont locales. Donc, l'idée, c'est de s'en servir, de rebondir dessus et de surfer sur la vague. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je m'avance un petit peu. On va travailler son intention de recherche, c'est-à-dire la personne pour trouver votre établissement, qu'est-ce qu'elle se pose comme genre de questions. Donc on va travailler sa page de destination, ce qu'on appelle une landing page, de façon à répondre à cette intention de recherche. Donc on parle ici encore de contenu rédactionnel. Google prend aussi en compte la distance entre l'établissement et l'internaute grâce à son adresse IP. Il arrive à le géolocaliser et donc, de préférence dans Google Maps, il va afficher l'établissement le plus proche. Il va aussi prendre en compte dans son algorithme, et là on est sur l'algorithme Possum, pour ceux qui sont curieux, voilà, la popularité de votre établissement. Donc si on parle de vous sur les réseaux sociaux, sur des forums, des sites web, etc., vous allez avoir des points bonus et donc Google va vous favoriser dans les résultats de recherche locaux et dans les fameux les Google Maps, là, les résultats Maps qui apparaissent. On prend aussi la performance de votre site web. Donc, si vous avez un super site web super bien référencé, vous aurez plus de chances en local de mieux sortir. On prend bien sûr en compte le comportement des internautes, le fameux SXO, l'expérience utilisateur, la présence ou pas d'une Google My Business et votre présence sur des plateformes locales type page jaune, annuaires locaux, annuaires de la CCI, voilà, tout ce genre de linking qui font toujours du bien. Donc pour ceux qui n'en ont pas, là, vous n'avez pas d'excuse. C'est la première chose que vous allez faire en quittant le webinaire. Créez votre fiche Google My Business. Ça prend franchement 15 minutes. Je crois que Lilian, des fois, il organise des ateliers, non, pour Google My Business. Donc, c'est très vite fait, c'est gratuit. Faites-le, vraiment, ça mange pas de pain. Et vous allez voir que les gens, spontanément, ils vont laisser des avis, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on l'a lancé, il n'y a plus rien à faire. Hein. Il y a quand même un petit peu de modération, ne serait-ce qu'à aller répondre aux avis que les gens nous laissent gentiment ou pas d'ailleurs, aller mettre de temps en temps des photos, c'est vraiment, ça remplace un petit peu l'ancien Google Plus qui a été un petit peu un flop chez Google. Le Google My Business, c'est presque un réseau social, c'est-à-dire qu'on peut poster des nouveautés, on peut poster des promotions, on peut poster des événements, on s'en sert finalement très peu et c'est dommage parce que ça fait partie des top critères sociaux de Google. Évidemment, il n'est pas très objectif, hein, c'est encore plus valorisé que le fait d'avoir énormément de fans sur sa page Facebook. Donc vraiment, soignez-la. Même si c'est une fois par mois ou changer une photo, annoncer, je sais pas, une nouvelle offre, une nouvelle enseigne, un atelier, un événement, une rencontre. Voilà, faites-le. C'est toujours intéressant. Et optimisez votre page. Pour ceux qui en ont déjà une, vérifiez que toutes les optimisations à faire sont faites. Alors, si vous allez dans la version administration de votre Google My Business, ça va vous le dire en plus. Ça va vous dire votre page est optimisée à 50%, 80%. Prenez le temps, c'est franchement très vite fait de renseigner, voilà, décrivez exactement ce que vous proposez. Choisissez une catégorie et des sous-catégories. On peut choisir des sous-catégories. Donc, si vous faites, notamment en période de post-confinement, là, si vous faites des livraisons à domicile, retrait, drive, etc., renseignez-le. Il y a des attributs que l'on peut renseigner. Donc, soyez le plus exhaustif possible puisque tout ça va rentrer en compte dans l'algo. Pensez à mettre des photos aussi de temps en temps, des photos de couverture. C'est vraiment comme sur Facebook, pareil. Des vidéos, de intérieur-extérieur, produits, votre catalogue, si vous n'avez pas trop de produits. Ça va pas être très long à faire. Donc, prenez un petit peu de temps.
et géolocaliser vos mots-clés. Alors, je vous ai mis ce petit schéma, il n'est pas très sexy, mais souvent on me demande, mais ok, mais mes mots-clés, je les mets où exactement? Donc, je vous ai rappelé, donc ça faisait partie de mes recommandations la fois précédente, mais je vous les ai rappelés. Vos mots-clés, vous les positionnez en priorité là où il y a les gros points rouges. Voilà, je ne vais pas le redétailler parce que sinon, je crois que Lilian va commencer à me montrer la montre, donc on en reparlera si besoin. Par contre, géolocalisez vos mots-clés. Si vous avez un point de vente physique, c'est hyper important. Donc, je vous ai mis quelques exemples là. Magasin de meubles à Toulouse, voilà, 31, jouez sur les mots-clés, Occitanie, localisez. Même, ça peut être, si vous avez, je sais pas moi, une pizzeria au bout du Pont-Vieux, bon, ben, parlez du Pont-Vieux, parlez du Vieux-Centre, centre historique, voilà, toutes ces infos qui permettent de vous situer. Vous dites-vous, quelqu'un qui veut trouver la pizzeria, qui se souvient plus du nom, qu'est-ce qu'il taperait dans Google pour vous trouver? Ben voilà, petite pizzeria au bout du vieux pont à Albi, etc. Donc tout ce qui est synonyme, tout ce qui permet de vous situer, décrivez-le. Il y a aussi une petite astuce qui consiste à utiliser, si vous avez un compte Google AdWords, donc Google AdWords, c'est un peu l'achat de mots-clés aux enchères, utilisez le Keywords Planner pour analyser la volumétrie de ces termes-là. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte Google AdWords, utilisez sinon Google Trends qui lui est gratuit pour comparer. Est-ce que les gens disent plus pizza Pont-Vieux ou pizza Vieux Pont Albi ou voilà. Des fois, on a la tête dans le guidon, on ne sait plus faire preuve un peu d'objectivité et Google Trends est un super outil pour choisir qu'est-ce que je mets en H1 plutôt qu'en description de ma page. Hop, améliorer votre e-réputation pour le SEO local, c'est fondamental. Donc, je vous ai mis ici tout ce qui favorise ou pas votre e-réputation. Ça fait partie des points qu'on voit en formation à la CCI, c'est très important. Et en plus, ça fait partie d'une nouvelle mise à jour d'un des algorithmes. Voilà, transition parfaite. Le Google EAT. Alors, c'était déjà dans les critères indirects, on va dire. Majestic avait sorti ces critères bien avant Google, puisqu'il avait étudié un petit peu avant l'annonce officielle de Google. J'en parle déjà depuis un petit moment. Google EAT, c'est le E de expertise. Donc, en gros, Google analyse si par rapport à vos concurrents, votre site web utilise des mots, des univers de sémantique assez d'un niveau de technicité suffisant par rapport à vos concurrents. En gros, Google va vous dire si vous êtes plus expert ou pas que vos concurrents. Alors c'est assez fou parce que voilà, il estime qu'il sait mieux que vous si vous êtes expert. Donc ça peut être un peu frustrant, mais n'empêche que il faut pas le prendre d'un point de vue professionnel et évidemment, il faut le prendre d'un point de vue sémantique. C'est souvent qu'il vous manque des mots-clés techniques que vos concurrents utilisent et pas vous. Il regarde aussi si vous faites autorité. Faire autorité sur Google, c'est est-ce que vous êtes reconnu, est-ce que vous êtes considéré sur une thématique que vous abordez dans votre site web comme la référence dans votre domaine d'activité? Est-ce qu'on parle de vous sur les forums? Est-ce qu'on fait des liens vers chez vous? Est-ce qu'on vous recommande? Est-ce qu'on vous laisse des bons avis? Donc tout ça, finalement, tout est lié. Finalement, vous voyez que tous les 8 points qu'on a vus sont tous fondamentalement liés. Et est-ce que vous êtes fiable? Est-ce que si vous avez que des avis négatifs et que vos livraisons arrivent jamais en temps et en heure, ça va être compliqué. Est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance? Voilà, tout ça, Google arrive à le lire puisque vous vous souvenez qu'avec son Google BERT, il arrive à définir les sentiments des gens qui écrivent et qui laissent des avis. Donc, je vous ai mis un petit outil qui est ici. Je vous ai mis un petit outil plutôt intéressant, c'est Majestic, en version gratuite, qui vous donne deux indicateurs, le TF, le Trust Flow, et le CF, le Citation Flow. Le Trust Flow, finalement, c'est votre note d'autorité, et le Citation Flow,
c'est une note de popularité. Alors, il suffit pas d'avoir 100 sur 100. En fait, l'idée, c'est d'arriver à comparer par rapport à votre concurrence. C'est un indicateur sur 100. Donc, l'idée, c'est d'avoir plus que le concurrent. J'ai jamais vu de site à 100%, hein, honnêtement. Donc, voilà, surveillez-le, surveillez vos concurrents, faites un petit peu de veille et regardez si votre réputation dans la vraie vie correspond à celle que vous avez sur le web. Cet outil est plutôt bien fait. Et des fois, on découvre des gens qui nous font des liens et qu'on n'a jamais, ne serait-ce que remercié ou on s'en était jamais rendu compte. J'étais passée un petit peu rapidement. Ce score EAT, il est d'autant plus important sur les secteurs d'activité suivants. Donc, je ne les détaille pas tous, mais voilà, e-commerce, si vous en avez un, vous êtes en pleine dedans. Tout ce qui est business également. En fait, si vous êtes concerné par le YMIL, donc c'est pas YMCA, hein, c'est pas trop ça, c'est Your Money, Your Life. En gros, si votre site web propose quelque chose qui coûte de l'argent et qui va changer la vie d'un internaute parce qu'il va acheter ou qui va vous contacter pour un service donc qui correspond à ces univers-là, Google est d'autant plus vigilant à ce que vous ayez un score EAT performant. Donc, votre score EAT sur ces secteurs d'activité, il fait d'autant plus partie des critères fondamentaux de votre référencement. Donc, à surveiller. Hop, vous aurez le détail de toute façon. Et le dixième point qui va changer, si vous regardez souvent votre Search Console, vous l'avez sûrement vu, ce petit onglet Google Discover. Moi aussi, il a attiré mon attention. C'est un petit peu le fil d'actualité un nouveau fil d'actualité. En fait, Google s'est auto-créé une nouvelle zone de publicitaire sur son propre outil. Alors, c'est Google Discover, on dirait que c'est un peu les articles de la dépêche ou des sites éditoriaux, mais non, pas du tout en fait. Google Discover, c'est des pages qui sont basées sur votre expérience utilisateur, sur votre propre historique, sur vos centres d'intérêt, qui vont être pushés par Google. Mais ça peut être un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez tapé dans Google. Donc, c'est vraiment une nouvelle zone promotionnelle pour Google. Alors, pourquoi ils font ça? À mon avis, c'est que bientôt sur AdWords, on va pouvoir pusher des trucs sur Discover. Donc, ça sera une nouvelle source de revenus pour Google. Pour l'instant, c'est un petit peu en phase bêta, mais je sais qu'à Perlinco, on a déjà des résultats sans l'avoir cherché sur Google Discover. Donc, si vous avez un secteur d'activité avec un métier un petit peu passion, voilà, les loisirs créatifs, c'est quelque chose c'est un centre d'intérêt. Vous pouvez miser un peu sur cette opportunité qui est Google Discover. Si tout qui est habillement, tendance. Alors, pour être dans les résultats de Google Discover, il vaut mieux avoir un blog ou une partie éditoriale sur son site. Hein. Il n'y a pas encore de produits. Je n'ai pas vu de produits apparaître dans Google Discover. C'est plus des pages type tutoriel ou éditorial. Les gens peuvent quand même choisir de avoir Google Discover sur leur. Alors c'est que sur mobile évidemment, c'est sur l'appli Chrome. Tout le monde ne l'a pas encore, mais moi je l'ai par exemple. Et donc, on peut sélectionner quelles sont les catégories. Donc, si vraiment on veut plus que Google Discover nous embête ou qu'il nous embête, mais que sur telle ou telle thématique, c'est possible. Donc, c'est une nouvelle façon de pusher du contenu à notre cible potentielle. Pardon. Donc, je vous ai mis ici quelques recommandations. Ce qui apparaît le plus en Google Discover, c'est les fameuses pages AMP dont j'avais parlé à la dernière conférence. C'est des formats de pages ultra légers. J'allais dire Minitel, mais c'est pas ça, mais pas loin. Très très léger en termes de code qui permettent à tout un chacun d'y avoir accès, même avec une connexion limitée. Donc Google Discover, pour y être ou pour essayer d'y être en tout cas, on se base toujours sur l'UX, le SXO et on est vraiment sur du blogging. Donc on indique des dates claires, la signature, qui c'est qui a publié l'article, pour quelle entreprise, etc. On donne une transparence totale. C'est vraiment du journalisme presque
on donne à Google plein d'articles dans lesquels il va piocher et il va faire lui-même du retargeting. On en avait parlé la dernière fois à la conférence. Le retargeting, c'est recibler des utilisateurs pour leur pusher du contenu ou une publicité, une offre qui leur correspondent. Ben, en fait, Google, il fait ça. Il s'offre une nouvelle façon de retargeter les gens. Alors lui, là, pour l'instant, il le fait pour lui, Google. Mais demain, je suppose qu'on pourra acheter ces nouveaux espaces publicitaires. Hop. Pour y être, dans Google Discover, là, qui a fait des tests pour apparaître dans Google Discover. Donc, ça a été prouvé, plus votre page en question a été relayée sur les réseaux sociaux, plus elle a de chances d'être dans Google Discover. Je vous ai mis le tableau parce que pour ceux qui nous suivent et qui font du service, du B2B, ben, si vous êtes sur LinkedIn et que vous participez à des groupes de discussion thématiques, vous voyez que l'engagement LinkedIn est pris en compte dans le choix des articles par Google Discover. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Tout ce qui est milieu de la finance, business, immobilier, ça peut être assez intéressant pour peu que vous ayez déjà un blog en place. Donc, déjà, première recommandation, il faut avoir des pages éditoriales, des pages qui ne sont pas Y1000 là, dont on vient de parler. Donc, je vous ai mis comment aller les voir. Si vous avez une Google Search Console, surveillez votre trafic. Si vous avez déjà des pics, comme on le voit là, c'est qu'il y a un potentiel à aller chercher. Google a dû faire des tests, donc ça peut être intéressant de réitérer volontairement du coup l'opération. Et j'ai terminé, ça fait 1h30 pile poil. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que vous avez appris des choses. Est-ce qu'on n'en a pas trop perdu? 87. Allez, merci Audrey, et on va passer maintenant à la phase de questions-réponses rapidement. Alors, la toute première, à un moment donné, vous avez abordé les avis clients. Et une première question, c'est l'important, c'est d'avoir que les clients laissent sur des supports Google, sur le site, laissent des avis sur le site ou sur d'autres supports. Ah oui, c'est une bonne question. Je vais répondre avec une de mes recommandations qui sont les read snippets. Peu importe la plateforme utilisée, alors forcément, moi je vous conseille d'utiliser Google Marchand pour si vous avez un e-commerce, puisque c'est l'outil que prône Google forcément. Mais si vous avez de l'avis vérifié ou ce genre d'autres outils, en fait, on va pouvoir, grâce à l'implémentation des fameux read snippets, aller faire remonter ces critères de notation à Google, donc dans le code. Donc c'est pas un souci. Peu importe la plateforme, il n'y a pas de souci. On peut même faire remonter les avis Facebook ou autres plateformes. Donc l'implémentation des read snippets est la bonne le moyen de répondre à cette question, il me semble. Autre question, une question-remarque qui est assez intéressante. Lors de l'intervention, vous dites que les gens scrollent de moins en moins, alors que la tranche d'âge des 20-30 ans scrolle de plus en plus sur leur téléphone. Oui, c'est vrai. J'ai pas de stats là-dessus, mais c'est une remarque intéressante. Je pense que ça dépend de l'intention d'achat. Si on veut acheter, on est un peu pressé, on est un peu exigeant, on veut le meilleur rapport qualité-prix tout de suite. On scrolle plus sur les réseaux sociaux, c'est vrai, sur Snapchat, sur les fils d'actualité, sur Instagram, à analyser selon analysez vos Google Analytics. Quel est le taux de scroll chez vous? Parce que chaque business est différent. Merci pour la remarque. Allez, une autre question un peu pointue, là, ça se sent, vu la personne qui l'écrit. Vous dites que Google va demander une image unique, là où on attribue une image de taille différente en fonction du contexte. Avez-vous une source pour cette info? Une source pour cette info, oui, je dois pouvoir la retrouver. Là, tout de suite, non, mais je peux. Attends, tu peux me la refaire, la question? Pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous dites que Google va demander une image unique là où on distribue une image de taille différente en fonction du contexte. Oui, sur le mobile Gaiden. Oui, effectivement. Oui, j'ai la source en plus.
Je la mettrai dans le diapo avant de l'envoyer à Lilian. Voilà, La on va source, faire ça. effectivement. L'idée, c'est de ne pas avoir la même image sur le format mobile et sur la version desktop. Ça doit être le même fichier qui est optimisé en version mobile first. Pour le, d'abord pour le mobile. En fait, ça, c'est pour éviter les remontées d'images minuscules. Des fois, dans Google Images, je sais pas vous, mais on clique, l'image nous intéresse, et en fait, le truc, c'est un Smarties, quoi, c'est une gommette. Donc, c'est pour éviter de faire prendre de la place dans les serveurs de Google avec des toutes petites images qui sont inutilisables. Donc, c'est pour éviter d'avoir des gommettes en version mobile et des trucs beaucoup trop lourds en version desktop. J'ai la source, je dois l'avoir dans mon historique, donc pas de souci. Je la Très mettrai. bien. Une autre question pour rester sur les rich snippets. Aujourd'hui, sur un site, quels sont les principaux utilisés? Alors, ça dépend du type de site. Il n'y a jamais de Allez, sur un bonne. site vitrine plus qu'un site marchand, on va dire par rapport à On la est sur question. un site vitrine. Il y a tout simplement le nom de l'entreprise, les réseaux sociaux, l'adresse, je vous fais de tête, hein, l'adresse, les avis clients, parce qu'un site vitrine peut tout à fait avoir des avis clients. Ça dépend s'il y a un blog aussi, s'il y a une partie blog, il y a la fameuse balise how to, il peut y avoir des listes. Et après, selon chaque type de secteur d'activité, il y a des rich snippets dédiés. Dans le médical, il y a des rich snippets dédiés au médical. Dans l'habillement, il y a des rich snippets dédiés à l'habillement. Donc en fait, il vous faut aller voir sur le site schema.org, schéma en fait, ça s'écrit comme le mot français. Alors ça fait un peu peur quand on y va. Et en fait, selon votre business, il y a des rich snippets dédiés. Il faudrait que je sache qui c'est pour exactement préconiser les bons trucs. Mais voilà les principaux, c'est Autre cela. question, un petit peu plus théorique, hein. Comment faire pour que sur les recherches Google, notre prix de chambre d'hôte soit notre propre prix et pas celui de Booking, qui apparaissent le plus souvent? C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Et oui, c'est le gros souci aujourd'hui face à Booking, Amazon, etc. Certes, c'est des plateformes qui génèrent de la trésor, mais à long terme, on voit que c'est difficile de les contrer en termes de SEO. Malheureusement, j'ai pas de réponse miracle, si ce n'est travailler votre réputation. Mais là encore, je vais pas vous mentir, quand Booking ou Amazon a pris votre place sur votre propre requête, c'est hyper dur de s'en sortir. Je vais pas vous mentir. Ça peut nous arriver, nous à Perlenco, d'avoir notre propre produit qu'on va vendre sur Amazon qui va remonter avant nous alors que c'est nous le fournisseur. Donc c'est très frustrant et malheureusement, à part travailler votre score, le fameux PAT, l'autorité, l'unicité de vos contenus, etc. Je n'ai malheureusement pas trop de conseils. Travaillez votre Google My Business, postez vos offres avec vos fiches produits dans Google My Business pour essayer de faire comprendre à Google que c'est votre chambre d'hôte, que c'est votre produit, votre prix, et essayez petit à petit de avancer un petit peu Booking, mais malheureusement c'est un mastodonte qui fait du mal malheureusement à beaucoup, hein. À commencer par les offices du tourisme d'ailleurs. Là, une petite remarque question. On se rend compte aujourd'hui dans les dernières évolutions de Google que l'Internet est en train de se professionnaliser de manière évidente et que donc, vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi, mais si on n'a pas à la base un site Internet qui tienne la route et si on ne l'a pas refait récemment, il y a de fortes chances que ça pénalise le référencement, peu importe ce qu'on fait. Ouais. Ça, c'est une question ou une remarque? Les deux, mon capitaine. Oui, effectivement, les sites qui. Alors, la durée de vie d'un site, souvent on pose la question, ça dépend le rendu en fait, hein. Mais bon, tous les 3-5 ans, selon votre business, si vous êtes e-commerçant, c'est de l'amélioration continue qu'il faut faire, hein. Si vous faites du chiffre d'affaires, voilà. Mais des fois, effectivement, on en parlait tout à l'heure, une refonte permet de remettre tout ça à plat. Mais attention,
Oui, ça se professionnalise. Oui, Google est de plus en plus exigeant. Il y a quand même des seuils de tolérance. Ça dépend le business, ça dépend de vos concurrents en fait. Qui sont en face et ça dépend de votre popularité. Je prends souvent l'exemple de Leboncoin qui est longtemps resté très très moche, hein, avec une expérience utilisateur très limitée, pas très sexy. Et pourtant, ils étaient tellement populaires, tellement repartagés, tellement linkés. Et j'en vois aux copains et t'as vu l'annonce et machin que finalement, ils étaient toujours en top résultats de recherche. Donc, encore une fois, travaillez votre popularité. Ne baissez pas les bras face à Google, hein, c'est pas ça. Travaillez toujours pour être un minimum conforme aux exigences. Checkez-les avec les outils gratuits dont je vous ai parlé. Soyez dans la norme, il n'y a pas des résultats cata, mais à côté, travaillez une vraie stratégie digitale. Soyez présent de façon régulière sur les réseaux sociaux, travaillez la modération de vos contenus, ayez une routine en fait. Ça, on le travaille beaucoup avec mes clients. Vous avez sûrement si vous êtes une TPE, PME, pas le temps d'avoir autant de temps de cerveau disponible pour répondre aux exigences de Google. Mais si vous vous forcer entre guillemets à avoir un petit plan d'action annuel, trimestriel, avec une petite routine, ne serait-ce qu'un article de blog par mois. Voilà, montrer à Google que vous êtes là quand même, vous faites des choses, qu'on voit que ça bouge sur un de vos réseaux sociaux. Déjà, ça montrera à Google que ça bouge et que vous ne laissez pas aller entre guillemets. En fait, tout dépend du niveau de vos concurrents. Donc, pour ça, petite astuce, semrush.com, qui est en version gratuite, va vous donner une carte de positionnement de votre concurrence. Si vous êtes le dernier des concurrents, là, effectivement, va falloir quand même faire un peu plus plaisir à Google. Mais voilà. Alors, une question très, très pratico-pratique de l'un de nos panélistes, c'est « J'ai fait refaire mon site l'an dernier et cette année, elle a demandé à son prestataire de rattacher de nouveaux mots de référence, de nouveaux mots-clés. La réponse est « C'est impossible après un an ». Qu'en pensez-vous? C'est impossible d'intégrer de nouveaux mots-clés? Alors, je veux… Alors… J'ai eu le cas d'une célèbre marque d'annuaires qui fait maintenant des sites internet. On ne citera pas, hein, personne n'a vu de qui je parlais. C'est jaune. Ouais, maintenant c'est bleu là. Maintenant non, mais ça c'est le problème des plateformes de sites web dans lesquelles vous êtes un numéro entre guillemets et ils ont. Alors la réponse est si c'est possible. Ça dépend de la structure, ce qu'on appelle le CMS. Sur lequel a été fait votre site web. Si c'est un truc sur mesure fait par un prestataire un peu qui a fait sa sauce un peu, c'est juste que c'est leur principe et leur méthodologie. Si vous êtes sur un WordPress, un PrestaShop, un Magento, un Joomla ou ce genre de choses, vous pouvez customiser tout ce que vous voulez et à commencer par le contenu et les mots-clés. Attention, c'est pas parce qu'on injecte des mots-clés comme ça de temps en temps dans son contenu que le lendemain ou dans 2 mois, on va être au top du référencement. Hein. Ça va un peu plus loin que ça. Ça dépend déjà où on les met, ces mots-clés. Donc, désolé pour mes confrères, mais non, c'est faux. On peut, et c'est vraiment recommandé de mettre régulièrement à jour son site web. L'idée, en fait, c'est d'arriver à analyser avec la Search Console à quelle fréquence passe le robot de Google. Si votre robot de Google passe tous les mois, mettons, l'idée, c'est que avant qu'il revienne, lui montrer que vous avez mis un truc à jour. Il faut lui faire plaisir. Plus vous lui ferez plaisir, plus il viendra souvent. Donc, s'il vient tous les 15 jours, vous avez votre fréquence de sortie d'articles de blog. S'il vient tous les jours, il faut mettre tous les jours de la nouveauté. Donc, si c'est possible, et c'est largement même conseillé de le faire. Alors, juste une petite demande. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'outil qui permet de visualiser la position Internet des concurrents? Il y en a plein, mais SEMrush, c'est le top du top de l'outil. Il coûte très cher, mais en version gratuite, il donne quelques petites infos déjà. Voilà. Et ensuite, au bout de combien de temps peut-on voir les améliorations du SEO une fois les bonnes pratiques Google appliquées? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Il n'y a pas de science exacte. Moi, ce que j'aime bien faire, quand on détecte une tendance qui va arriver, j'appelle ça chauffer les mots-clés. C'est-à-dire que je sais que là, il y a Noël qui approche.
Il faudrait déjà que vous ayez mis en ligne des articles de blog sur 10 astuces pour réussir son repas de fête. Enfin, ça dépend le business que vous avez, évidemment. Mais il faudrait chauffer le mot-clé, disons 2 mois avant. Tout dépend, encore une fois, la fréquence de crawl de Google. Si Google vient que tous les 6 mois, de toute façon, votre impact du SEO, il sera que 6 mois après, puisque Google connaîtra pas vos améliorations. Alors, il y a une petite astuce dans la Search Console. On peut forcer le référencement de certaines URL. On peut injecter, dire à Google, oh, repasse, ça y est, je suis prêt. Mais attention, si vous le faites, il faut vraiment pas se planter. Il faut être sûr que votre page elle est nickel chrome parce qu'il faut pas que ça vous pénalise non plus. Donc, il n'y a pas de bonne, malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut quelques mois. Espérez pas du jour au lendemain avoir des résultats. De toute façon, c'est du long terme. Il faut avoir une stratégie. Moi, j'utilise Trello. Qui est un outil de planification, et on fait un media planning en général avec mes clients sur 6 mois voire 1 an pour certains, avec des actions concrètes qui ont un impact direct ou indirect sur le référencement. Et on analyse, faites des analyses grâce à Analytics et la Search Console. Ça dépend le trafic que vous avez, mais si vous êtes un site e-commerce, c'est tous les mois. Enfin, selon moi, c'est tous les mois. Si vous êtes un site vitrine, déjà tous les trimestres, c'est bien déjà de voir combien j'ai eu d'utilisateurs. C'est plus, c'est moins. J'ai perdu sur tel mot du référencement. Voilà, sur tous les trimestres, c'est pas mal. Une petite routine, quoi. Un petit. Je crois qu'on peut très bien dire qu'il y a un vrai paradoxe d'Internet. C'est un monde d'instantanéité, mais pour mesurer les résultats, c'est sur quelques mois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Et pas aussi réactif que les exigences de Google et l'exigence des consommateurs, c'est vrai, ouais. Bon, Ouais. Audrey, on est arrivé. Plus personne n'a de questions. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair, que ça vous a été utile. Merci à tous pour votre présence, pour rester aussi longtemps. N'oubliez pas de me remplir le questionnaire de satisfaction, comme ça je vous enverrai le diaporama et le lien vers la vidéo. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. À bientôt.